Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur comment assurer la bonne réalisation d'un ERP en 2023. Ce webinaire est organisé en partenariat entre la CDI FNAIM et AirPro. Nous allons vous présenter les différents participants. Nous avons Nicolas Hist, directeur du développement chez AirPro, Laurence Van de Woestijn, directeur de l'urbanisme chez AirPro, qui va vous présenter toutes les nouvelles réglementations qui ont été mises en place, et Guy Deprel, donc PDG du réseau LD2I et administrateur de la CDI FNAIM. Nicolas, je te laisse présenter un peu AirPro du coup. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc AirPro et Natural Risk. Donc on est bien évidemment spécialisé dans tout ce qui est ERP. Donc je vais vous présenter la structure un petit peu de notre société. Donc comme vous le voyez, je vais commencer par la direction. Donc cette structure est, comme vous pouvez le voir, une structure familiale. À la présidence, vous avez donc notre père, Didier Hist. Certains ont peut-être eu l'occasion de le rencontrer à différents congrès ou séminaires. Et puis après, vous avez la direction avec ma sœur et moi-même. Je passe sur le pôle commercial de la structure qui est assuré direction commerciale par Monsieur Gilbert et toute son équipe. Le point important, on va également retrouver sous cette direction commerciale tout ce qui va être SAV. Donc, pour ceux qui sont clients chez nous ou ceux qui seraient amenés à le devenir, vous allez pouvoir avoir les personnes au bout du fil si jamais vous avez des demandes techniques, etc. C'est à travers ce pôle-là que vous allez arriver. On a ensuite notre pôle informatique, donc qui est là pour gérer tout ce qui va être ergonomie, rapidité sur les différents sites AirPro et Natural Risk. À savoir que là, il va y avoir quelques changements qui sont en programmation. On va encore essayer d'améliorer la fluidité de nos services pour que ça aille encore plus vite et que ce soit encore mieux, tout simplement, par rapport à ce qui existe déjà. Ensuite, on arrive sur le gros pôle, qui est donc le pôle urbanisme et ERP. Bon, là, on va retrouver vraiment toute la richesse, en plus déjà de ce que je viens de vous expliquer, de nos compétences. C'est là où on va retrouver tout ce qui va être notre service qualité, où on se met un point d'honneur à vérifier tous les documents qui puissent partir de chez nous, qui permet d'assurer tout ce qui va être mis à jour, de tout ce qui va être cartographie, données techniques, etc., qui est donc sous la direction de Laurence, qui se présentera juste après, et de son adjoint, Monsieur Rochard. Donc ça, c'est un pôle essentiel. C'est un pôle sur lequel c'est vraiment ce qui fait notre force, puisque c'est là où on va vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, avoir une veille réglementaire, cartographique sur tous les documents qui sont délivrés à l'heure actuelle sur AirPro et Natural Risk. Et je rappelle encore une fois que nous sommes présents sur l'intégralité de la France, également des DOM-TOM ou DROM-COM. AirPro Natural Risk aussi, c'est également plus de 6000 ERP qui sont délivrés chaque jour, donc sur l'intégralité du territoire. Donc voilà, c'est quand même une présence qui est assez importante et on peut se permettre de dire qu'on est leader sur la partie ERP sur le territoire national. Je vais laisser la main à Laurence qui va vous faire une présentation ce coup-ci, déjà se présenter lui-même et vous dire un petit peu qu'est-ce qui est présent dans nos dossiers à l'heure actuelle. Donc Laurence, je te laisse la main. Bonjour à tous, Laurence Van de Woestijn, donc architecte urbaniste, et je dirige le service urbanisme d'AirPro Natural Risk, donc à savoir, comme l'a précisé Nicolas, le service qui assure l'élaboration, la production de vos dossiers que vous commandez et la gestion de toutes les données relatives à l'état des risques et pollutions que vous pouvez retrouver quand vous faites vos dossiers en ligne. Alors, pour rappel, on délivre des états des risques et pollutions qui sont composés donc systématiquement d'un extrait cadastral. En plus des données réglementaires liées à l'ERP, on va systématiquement ajouter une cartographie de l'Argile pour l'exposition, notamment concernant l'application de la loi Elan. Vous allez avoir aussi un rapport sur les sites Basel, Basias et sous forme de cartographie, donc la dernière évolution qu'on appelle CASIAS, un rapport sur les installations classées pour la protection de l'environnement et également un état des nuisances sonores aériennes qui correspond à l'exposition au bruit des aéroports. Alors, les points forts de notre solution, au-delà du dossier qui est très complet, en commande, c'est-à-dire traité par nos soins, le RP vous est livré en moins de 5 minutes. Vous avez la possibilité de saisir des unités foncières jusqu'à 50 parcelles, ce qui peut être très utile dans le cadre de vente agricole, par exemple, et sans surcoût, c'est-à-dire que le dossier est toujours au même prix pour 50 parcelles.
En tant qu'adhérent de la CDI FNAIM, vous avez également un tarif préférentiel auquel vous est vendu les dossiers d'état des risques et pollution. Si vous avez des questions par rapport à la composition des dossiers et à l'offre, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra en fin de présentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce webinaire qui est comment réaliser en 2023 un ERP conforme et réglementaire. Alors, je pense que c'est un sujet que vous, diagnostiqueurs, connaissez. Le but, là, c'est de préciser les notions qui sont abordées dans l'ERP, à savoir qu'est-ce que l'IAL, l'information des acquéreurs et locataires, quelles sont les données réglementaires à faire figurer dans vos diagnostics d'état des risques et pollution, et donc quelles sont ces données que nous font figurer dans nos dossiers. Et dans un deuxième temps, faire du coup un point sur les évolutions qui sont entrées en application au 1er janvier 2023, notamment du fait de la mise en application de la loi climat et résilience. Et en dernier point, on fera un point d'étape sur la situation du jour quant à la publication des documents relatifs à ces nouvelles obligations. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra dans l'ensemble autant que faire se peut durant la présentation ou ultérieurement, on prendra la peine de rappeler chacun d'entre vous pour vous y apporter des réponses. Alors, l'IAL, l'information des acquéreurs et locataires. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une obligation qui est faite aux propriétaires ou aux bailleurs de biens immobiliers qui ont des biens qui sont exposés à des risques naturels, miniers ou technologiques ou de pollution des sols. Donc, c'est une réglementation qui existe depuis 2006, qui a beaucoup évolué depuis 2006, puisqu'on a eu beaucoup d'ajouts en matière de cette notion de risque. Alors, entendu dans la notion de risque, on parle donc des communes qui sont couvertes par des plans de prévention des risques, qui sont à l'étude ou qui sont approuvés. Donc, à l'étude, c'est prescrit. On va parler du niveau de sismicité, du niveau de potentiel radon. Donc, le radon qui est rentré en application en 2018, qui correspond à un gaz qui a des effets néfastes sur la santé, qui est la deuxième cause du cancer du poumon en France. On va également aborder le sujet de la pollution des sols avec les secteurs d'information sur les sols. Et également, dernière nouveauté, l'introduction de l'exposition de ces fameux biens au phénomène de recul du trait de côte dont on parle pas mal dans l'actualité ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre avec, par exemple, la démolition de l'immeuble Signal à Soulac-sur-Mer. Donc, l'IAL, c'est un dispositif d'information des acquéreurs locataires qui est prévu au Code de l'environnement, qui est décrit au Code de l'environnement. Et donc, du coup, l'ERP, qui en est la traduction, a un contenu qui est réglementé. On ne met pas tout et n'importe quoi. La notion de risque naturel, minier et technologique est bien définie dans le Code de l'environnement. Alors, on va regarder un peu ces articles. Donc, le Code de l'environnement nous indique comme je vous l'ai précisé, que les propriétaires, les vendeurs de bailleurs de biens immobiliers qui sont situés dans ces zones de risque ont l'obligation d'en informer les acquéreurs et locataires, ce qui paraît tout à fait normal. Au moment de l'acte de vente, les futurs acquéreurs doivent avoir toutes les cartes en main pour acquérir le bien en toute connaissance de cause et éviter des accidents, notamment des annulations d'actes de vente ou des demandes devant le juge de diminution du prix de vente. Alors, quelle est cette notion du risque naturel et technologique ? Le Code de l'environnement ne prend pas en compte tous les risques possibles qui existent sur le territoire français, notamment tous les documents qui décrivent ces risques. On parle des plans de prévention des risques qui sont à l'étude ou qui sont approuvés ou qui sont appliqués par anticipation. Alors, appliqués par anticipation, c'est-à-dire qu'il y a un risque conséquent et notamment les services de l'État ne peuvent pas attendre que les études se terminent pour faire entrer en application les prescriptions qui sont liées au plan de prévention des risques. Donc, c'est un moyen de gérer l'urgence. On a également donc, les zones de sismicité.
Donc, entendu par zone de sismicité, ce sont les communes qui ont un niveau de sismicité qui va de 2 à 5. Donc, à partir du moment où une commune est concernée par un plan de prévention des risques ou un niveau de sismicité qui va de 2 à 5, il y a une obligation d'IAL et il y a donc une obligation de présenter un état des risques et pollutions au potentiel acquéreur ou locataire. On parle également du potentiel radon. Comme je vous l'ai expliqué, ça s'est rentré en application en 2018. Il y a des enjeux de santé publique, notamment pour les territoires où il y a beaucoup de granit dans le sous-sol. On va également aborder la question de la pollution des sols avec les secteurs d'information sur les sols. Donc, plus loin dans la présentation, on fera un peu le détail sur les obligations qui sont liées à ces fameux secteurs d'information sur les sols, qu'on va appeler 6. Et donc voilà, on a également aussi, je pense que vous le savez, les communes où il y a eu des arrêtés préfectoraux qui constatent un état de catastrophe naturelle. Les vendeurs de ces biens immobiliers sur ces communes sont tenus d'informer leur acquéreur locataire si le bien objet de la vente ou de la location a fait l'objet d'une indemnisation par la compagnie d'assurance liée à ces catastrophes naturelles. Donc voilà à peu près les éléments qui sont demandés, qui sont exigés par le Code de l'environnement dans un état des risques et pollutions. Alors, à savoir que l'ERP, aujourd'hui, peut être réalisé sur papier libre. Le formulaire officiel qui est communiqué par les services de l'État, notamment la Direction générale de la prévention des risques, est une aide, est une simple traduction en fait, finalement du Code de l'environnement et du fameux article L125, alinéa 5. On va regarder comment se traduit ce fameux article du Code de l'environnement et donc avec le fameux formulaire officiel d'état des risques et pollutions. Donc j'insiste bien sur ce point, c'est un formulaire officiel, ça c'est une question qu'on a souvent de la part de nos clients. L'état des risques et pollutions peut se faire sur papier libre, j'insiste, et le formulaire qui est communiqué par la Direction générale de la prévention des risques est une traduction du contenu réglementaire exigé par le Code de l'environnement. Donc, à ce jour, et malgré l'évolution de l'IL du 1er janvier, on a toujours donc, le formulaire de 2018 qui est communiqué par la DGPR. Donc, on va y retrouver certaines informations et notamment les informations relatives à la situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques, qui soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation. On va avoir également cette information par rapport au zonage sismique de la commune, c'est-à-dire en catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5. On va avoir la situation également du bien par rapport au potentiel radon. Donc, à savoir que l'obligation d'IL, c'est-à-dire l'obligation d'annexer un état des risques et pollutions, se fait sur une commune à partir du moment où elle est classée en potentiel radon de niveau 3. Et également l'information relative à la pollution des sols, donc les fameux secteurs d'information sur les sols. La grande évolution, c'est la prise, on va dire, la prise d'importance du diagnostic ERP parmi les autres diagnostics, à savoir que désormais, les professionnels de l'immobilier sont obligés de le présenter lors de la première visite. Donc ça amène un certain nombre d'enjeux, notamment par rapport à la compréhension de la prévention des risques et du dossier d'état des risques et pollution. Puisque aujourd'hui, on va dire que cette spécialité, cette expertise, ne fait pas toujours partie du bagage de compétences des professionnels de l'immobilier, notamment des agents immobiliers. Donc ça entraîne un certain nombre d'enjeux, notamment pour vous, diagnostiqueurs, c'est-à-dire une bonne compréhension, une bonne transmission de l'information pour éviter des accidents, notamment en négociation immobilière, avec, par exemple, un acquéreur qui se positionne sur un bien et qui découvre qu'il est, par exemple, en potentiel radon de niveau 3 et qui s'en inquiète, à juste titre. Une bonne communication de l'information peut éviter des incompréhensions de la part des parties qui sont à l'acte.
Donc ça, c'est le premier point d'évolution. Je pense à l'avenir que vous allez avoir quand même pas mal de questions de la part de vos clients, soit agents immobiliers, soit éventuellement notaires dans certains cas. Et ça amène un certain nombre d'enjeux, notamment le fait de bien être accompagné par un professionnel compétent dans le domaine. Alors, en plus de cette présentation de l'état des risques à la première visite, il y a aussi des enjeux d'actualisation. C'est-à-dire que le dossier doit bien être mis à jour avant les passages chez le notaire, notamment pour la promesse de vente ou l'acte authentique. Encore une fois, ça amène un certain nombre d'enjeux, notamment vis-à-vis des prestataires qui vous accompagnent pour l'élaboration de ce fameux dossier de RP, qui doit avoir la capacité de mettre à jour ces dossiers de manière très rapide et très fluide. Et capable aussi également de vous expliquer, le cas échéant, les modifications qu'il y a pu avoir sur le dossier initial. Donc ça, c'est, on va dire, sur la partie sur la prise d'importance du diagnostic ERP parmi les autres diagnostics. Dans un deuxième point, on va avoir également des compléments d'information au sein même du dossier de ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Code de l'environnement nous impose de communiquer dans les dossiers donc des fiches d'information par rapport à la sismicité, c'est-à-dire la bonne compréhension de ces phénomènes, également une fiche d'information sur le potentiel radon. On va avoir également des ajouts de mentions de références réglementaires, notamment au Code de l'environnement par rapport à la pollution des sols, et par rapport au code de l'urbanisme, par rapport au recul du trait de côte. Donc ça, ces points précis, on va les évoquer un peu plus tard dans la présentation. On va vous donner les éléments d'importance à bien prendre en compte lorsque vous allez communiquer vos diagnostics ERP aux différents professionnels de l'immobilier avec lesquels vous travaillez. Et enfin, donc, le dernier point majeur des modifications de l'IL du 1er janvier, c'est l'ajout des zones qui sont exposées au recul du trait de côte. On fera également un point d'étape où on en est au niveau de cette nouvelle obligation, où on en est sur la publication des fameux documents de référence pour savoir si un bien est exposé à ce type de risque. Alors, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, la loi climat et résilience, donc, du coup, qui a entraîné des modifications du 1er janvier, a des impacts donc, sur le RP et notamment, in fine, pour les professionnels de l'immobilier. Donc, on les résume, la présentation de l'ERP à la première visite, qui a entraîné un certain nombre de questions pour vous et également pour nous, et donc qui emmène des enjeux sur le fait de bien être accompagné par un professionnel compétent et on va dire comme nous, des experts. L'actualisation de l'ERP à la promesse de vente ainsi qu'à l'acte authentique. L'entrée en vigueur donc justement du risque du recul du trait de côte. Les différentes fiches d'information pour la sismicité, pour le radon. Également une fiche d'information sur le secteur d'information sur les sols, au cas où si le bien qui fait l'objet du dossier du diagnostic y est exposé, et les fameuses mentions du Code de l'urbanisme et du Code de l'environnement lorsque les biens sont concernés par ces dispositions. Alors, on va faire un petit point donc, du coup, sur la fiche d'information sur le secteur d'information sur les sols. Donc ça, c'est un document que vous retrouvez désormais depuis un long moment dans le dossier de RP, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le 1er janvier 2023 pour communiquer ces documents. Pour les personnes qui seront clientes chez nous, dans nos dossiers de RP, depuis 2020, on communique les fiches d'information sur les secteurs d'information sur les sols. Alors, qu'est-ce qu'un secteur d'information sur les sols ? C'est un site qui est issu de la base de données Basel ou Basias, qui a accueilli des activités industrielles qui ont pu avoir un impact sur la pollution du sol ou du sous-sol. Alors, c'est obligatoire de le faire mentionner dans le RP, lorsque le bien objet du dossier était un ancien site industriel. La fiche d'information reprend des synthèses d'actions de l'administration, reprend des globalités sur l'état du sol et surtout va localiser
via les références cadastrales, donc la fiche d'identité du terrain, quels sont ces terrains qui sont pollués et quels sont ces terrains qui sont classés en secteur d'information sur les sols. Ça, ce sont des questions qu'on a régulièrement. Ce ne sont pas des périmètres de 500 mètres ou de 2000 mètres comme on peut avoir sur les sites Basel, Bagias. Sur ces fiches d'information, vous avez toujours donc, des cartographies qui ressemblent à des plans de situation qui permettent de localiser le terrain ainsi que les références cadastrales. Donc, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ce ne sont pas des zones de 500 mètres ou 2000 mètres, ce sont bien des terrains parfaitement identifiés qui doivent faire l'objet d'études de dépollution de sol, le cas échéant. Donc, ça, c'est une obligation dans le dossier de RP. Et dès aujourd'hui, vous retrouvez ces informations dans le dossier de RP si le bien concerné est exposé à un secteur d'information sur les sols. On communique également donc, les documents de référence par rapport au secteur d'information sur les sols, c'est-à-dire la fiche, la cartographie et la liste des terrains concernés, mais également l'arrêté préfectoral qui va porter création du secteur d'information sur les sols et donc emporter obligation de cette fameuse communication dans l'état des risques et pollution. Donc ça, ce sont des documents également que vous retrouvez dans le dossier de RP lorsque le bien objet du dossier est concerné par un SIS. Au niveau des secteurs d'information sur les sols, qu'est-ce que ça entraîne comme obligation lorsque le bien est concerné par un secteur d'information sur les sols? Donc ça, c'est une notion qui est relativement importante de connaître. Lorsqu'un acquéreur va se porter à l'acte pour l'achat d'un terrain qui était classé en secteur d'information sur les sols, ce terrain va potentiellement changer de destination, c'est-à-dire passer par exemple d'une industrie à du logement. Et donc, le législateur a prévu, en fait, notamment au dépôt du permis de construire pour le futur projet qu'il va y avoir sur ce fameux terrain, l'annexation au permis de construire d'une étude de dépollution du sol qui était réalisée par un bureau d'études certifié et qui va conclure à la compatibilité de l'état du sol avec la destination qui est projetée. C'est-à-dire, par exemple, si le propriétaire veut réaliser la construction d'un édifice de logement collectif, l'étude de dépollution qui doit être obligatoirement annexée au permis de construire doit conclure vers une compatibilité entre la destination logement et la pollution des sols. Ça, c'est un enjeu, notamment pour l'acquéreur, puisque je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Une étude de dépollution par un bureau d'études certifié a un gros coût, et notamment les actions de dépollution vont avoir un impact significatif sur la faisabilité de la future opération. Donc, c'est une notion qui doit bien être communiquée au préalable et bien avant la signature de l'acte aux potentiels acquéreurs, puisque ça va, dans certains cas, rendre le projet infaisable par rapport à la réalité et la situation du terrain. Donc ça, cette mention du Code de l'environnement dans le RP, c'est une nouveauté. La prescription, la réglementation existait déjà au préalable, mais dès le 1er janvier 2023, c'est une obligation de faire figurer que cet article du Code de l'environnement peut être appliqué dans le cadre de la vente. Alors, on va passer à la fiche d'information sur le radon. Donc, c'est pareil, c'est une obligation qui a été induite par la loi climat et résilience. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation, le radon, ce n'est pas une nouveauté de 2023, ça existe depuis 2018 dans le RP. Aujourd'hui, on doit maintenant mentionner cette fameuse fiche dans le dossier afin de donner les informations relatives à, par exemple, qu'est-ce qu'est le radon, quels sont les risques à être exposé au radon, comment fait-on pour réduire l'exposition au radon, etc. Donc, c'est, on va dire, des fiches pédagogiques à destination des utilisateurs de l'ERP. Donc, dans ce cas précis, ça peut être l'agent immobilier ou le client de l'agent immobilier, ou in fine le notaire qui n'aura pas connaissance de ce risque. Également, comme je vous l'ai mentionné, on a
l'ajout de la fiche d'information sur la sismicité. Donc, encore une fois, hein, la sismicité, ce n'est pas une nouveauté de 2023. Hein, c'est une information qui existe depuis bien longtemps dans le dossier d'état des risques et pollution. Et encore une fois, c'est une visée pédagogique. Hein, en gros, quelle est la nature du risque, comment fait-on pour le contrer, comment fait-on pour s'informer sur l'exposition à ce risque, etc. Donc, c'est à visée pédagogique pour les utilisateurs de l'ERP. Donc, on a une fiche qui est bien complète avec des schémas, quel est l'aléa sismique, comment on l'évalue, etc. Donc, également, ça, c'est une nouveauté du 1er janvier 2023. Comme l'article de référence du Code de l'environnement par rapport au secteur d'information sur les sols, on a une mention obligatoire de l'article de référence du Code de l'urbanisme pour les biens exposés au recul du trait de côte. Alors là, il y a pas mal d'enjeux. Alors, dans le premier temps, c'est une nouveauté. Et deuxièmement, c'est lié au recul du trait de côte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien communiqué et bien connu de tous les professionnels de l'immobilier, à savoir que lorsqu'un bien est identifié comme étant exposé à ce phénomène du recul du trait de côte, et notamment un recul du trait de côte qui ne serait pas maîtrisable sous 3 ans, le maire peut ordonner la démolition et la remise en état du terrain aux frais du propriétaire. Dans le cas où le permis de construire pour, par exemple, une maison individuelle aurait été accepté lorsque cette zone a été publiée au plan local d'urbanisme. Donc, ce sont des conséquences qui sont quand même très lourdes donc pour les potentiels acquéreurs et notamment également pour les notaires qui vont instrumenter l'acte, qui doivent bien transmettre cette information à l'acquéreur. Encore une fois, le but, c'est que les personnes à l'acte aient bien toutes les cartes en main pour prendre une décision cohérente. Donc, c'est une prescription quand même relativement lourde et qui aujourd'hui est peu connue de la part des professionnels de l'immobilier. Donc, bien interpréter, bien veiller à ce que cette information soit présente dans vos dossiers de RP, notamment lorsque les biens sont exposés au recul du trait de côte. Donc, ça, dans nos dossiers de RP, bien entendu, ça y figure en tête de dossier. Alors, où en est-on aujourd'hui vis-à-vis de ces fameuses nouvelles réglementations qui sont rentrées en application au 1er janvier? Aujourd'hui, les communes qui sont concernées donc, par le recul trait de côte n'ont pas encore publié de cartographie, à savoir que le décret qui est paru en octobre 2022, qui liste les communes qui sont concernées par ce risque, ont 3 ans pour les publier. Et les publier au travers donc, de leurs documents d'urbanisme, donc PLU ou carte communale, le cas échéant. Donc, à ce jour, il n'y a pas encore eu de publication pour les communes concernées de cartes de zones d'exposition au recul du trait de côte ou de préfiguration de zones d'exposé au recul du trait de côte. Ceci étant dit, la réglementation ne s'arrête pas à ces fameuses zones, puisque je pense que vous le savez, il y a beaucoup de communes aujourd'hui du cordon littoral français qui font l'objet d'un plan de prévention des risques littoraux qui fait état de ce risque. Et donc, dans ce cas bien précis, ce sont les plans de prévention des risques qui font foi en matière d'exposition du recul au trait de côte. Donc ça, c'est le premier point par rapport à ce nouveau risque. À ce jour, pour les communes qui sont concernées, il n'y a pas encore eu de publication de carte, hormis les communes qui sont soumises à un plan de prévention des risques littoraux. Au niveau du formulaire officiel, donc, comme je vous le disais, le formulaire officiel n'est pas un CERFA, hein, on n'est pas obligé de passer par ce formulaire pour réaliser l'état des risques et pollutions. Traditionnellement, la Direction générale de la prévention des risques, pour faciliter cette formalité, le publie et notamment le met à jour à chaque évolution réglementaire. Et à ce jour, le formulaire qui est communiqué par les services de l'État ne prend pas en compte ces nouveaux risques. Donc nous, bien évidemment, depuis le 1er janvier, on a pris les devants et on a mis à jour notre formulaire pour qu'il soit bien conforme à la réglementation en vigueur. Comme je vous le mentionnais, on va voir plus tard donc, ces fameux plans de prévention des risques littoraux qui intègrent le recul du trait de côte et comment ça se présente. Et donc, du coup, on va finir par l'enjeu d'un bon accompagnement par un bureau d'études compétent et qualifié, notamment pour les professionnels de l'immobilier qui vont découvrir cette formalité.
Alors, voilà donc du coup comment se présente le formulaire que nous avons élaboré et qui est disponible depuis le 1er janvier. Donc, on fait mention des articles de référence qu'on a vus précédemment au secteur d'information sur les sols et au recul du trait de côte en tête du dossier. Donc, le code de l'environnement, le fameux article relatif à l'information d'acquéreur locataire, l'article relatif au secteur d'information sur les sols qui rend obligatoire l'annexation d'une étude de dépollution du sol au permis de construire pour les biens concernés, et cet article très important du Code de l'urbanisme qui donne pouvoir au maire d'ordonner la démolition, la remise en état d'un bien immobilier si celui-ci est exposé à un recul trait de côte qui n'est pas maîtrisable sous un délai de 3 ans. Donc, on a ajouté cette fameuse ligne d'exposition au recul trait de côte, donc un horizon de 30 ans ou un horizon compris entre 30 et 100 ans, conformément à la législation et au Code de l'environnement. Là, on a un exemple d'un plan de prévention des risques littoraux, donc c'est celui de la Baule-Escoublac, donc qui prend bien en compte ce phénomène du recul trait de côte. Et donc, du coup, c'est la bande qu'on voit ici qui est kaki, qui correspond au trait de côte et son évolution à 30 ou 100 ans. On a également un autre plan de prévention des risques ici. Vous avez une carte d'aléas sur votre droite qui montre uniquement le phénomène de recul trait de côte. Donc ça, ce sont des documents que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui dans le dossier de ERP si vous faites par exemple un état des risques et pollution sur la Baule-Escoublac. Donc, on va laisser la main à notre invité pour faire son retour d'expérience vis-à-vis de nos services, et à la suite, on répondra à vos questions que vous avez posées dans le chat. Bonjour à tous, Guy Deprel, j'utilise les services de AirPro depuis 6 ans, 6-7 ans maintenant. En gros, tout ce qui a été dit, je ne reviens pas dessus. Moi, je parle surtout sur des retours d'expérience et de confort et de certitude de formation. Le gros point pour nous, diagnostiqueurs, c'est donc d'être certain toujours d'avoir des cartes à jour, une cartographie à jour, des documents à jour, de ne pas perdre de temps à aller sur les sites préfectoraux. Un point important, c'est la rapidité aussi de AirPro à traiter nos demandes. On a la main pour couper les, pour traiter nos ERP nous-mêmes, mais par contre, quand on a des multiparcelles, la rapidité de traitement de nos demandes, effectivement, je crois que j'ai cru voir sur le Power 25 minutes ou etc. 100 minutes. Combien? Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Alors, tu vois, j'étais loin avec les 25. Y compris un traitement, je le dis, parce qu'on est tous des fois peut-être amenés à travailler le week-end, d'avoir une demande faite un samedi, faite un dimanche, ça arrive, même le dimanche, il y en a. Il ne faut pas s'inventer en ce moment de travailler le dimanche, mais notre demande peut être traitée. Et donc, le lundi matin, vous pouvez envoyer votre dossier complet à votre prescripteur, et c'est quand même un sacré avantage. Donc voilà, moi, c'est mes retours d'expérience. Quand il y a une cartographie aussi qui n'est pas à jour, on peut. Alors moi, j'en ai fait l'expérience hier d'avoir une mise à jour de cadastre qui n'avait pas été faite. Alors, ne me demandez pas pourquoi. On n'a pas pu faire le RP nous-mêmes. On leur a confié, on l'a eu quasiment instantanément. Donc, c'est quand même des services pour nous importants, et aussi un service une sécurité, on va dire, sinistralité. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai ma propre structure de diagnostic et je gère un réseau. Et le sinistre, c'est quand même une grande psychose. Donc, d'avoir un sujet pour lequel on peut se reposer sur un prestataire comme AirPro, moi je dis bravo, ça nous laisse un peu plus de temps ailleurs. Et point aussi important, on a quelquefois des notaires qui savent mieux que tout le monde, connaissent mieux notre métier, qui connaissent mieux tout. Et moi-même, je n'ai pas forcément la réponse. J'ai fait appel donc à monsieur East Père un jour, qui a eu la gentillesse d'appeler un notaire et de le remettre à sa place, et de montrer le professionnalisme aussi des documents, et que a pu répondre gentiment au notaire en lui disant voilà,
cher maître, les ERP sont comme ceci, sont justes. Et pour nous, ça nous aide énormément. Donc voilà, moi, je dis les points positifs. Points négatifs, je dirais toujours le prix, toujours trop cher. Mais une prestation, mais c'est normal, il fallait que je la fasse celle-là. Mais une prestation tranquillité, exactitude. Donc voilà mon retour d'expérience, 7 ans, pas mal de RP oui, j'utilise bien le mot, fait avec vous, avant même que je sois à la FNAIM. L'avantage aussi on n'en a pas parlé, on parle de l'aspect réglementaire. Moi, j'utilise l'ICIEL. On utilise l'ICIEL dans notre réseau. Une facilité d'utilisation, même s'il y a des petits bugs des fois, mais ça, c'est les joies de l'informatique avec les navigateurs. Mais je sais qu'à l'avenir, ça va être réglé. J'ai pas de retour vraiment négatif, j'en ai pas du tout. Même, je veux dire, même moi qui bosse des fois des heures indues, j'ai une réponse. Donc, je vois qu'il y a des insomniaques aussi chez ERPro. C'est bien. Écoutez, merci beaucoup Guy pour ce retour. Alors, je me permets de rebondir parce que vous avez mis le doigt sur certains enjeux qui sont relativement importants. J'ai envie de dire pas que pour vous, mais tous les professionnels qui sont clients chez nous. Donc, nous, oui, effectivement, on met un point d'honneur à être très réactif, comme j'ai évoqué pendant la présentation et surtout avec les évolutions du 1er janvier, avec cet ERP présenté à la première visite. On met un point d'honneur à accompagner tous nos clients, à leur donner toutes les explications nécessaires et surtout de manière très réactive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente chez nous. Vous avez une question, un besoin particulier, vous nous appelez, vous nous contactez via la messagerie, on répond très rapidement. Donc, dans un deuxième temps, également, vous avez mis le doigt sur les questions du cadastre. Alors, notre équipe informatique a mis en place des outils formidables puisque vos commanditaires peuvent vous commander des diagnostics basés sur des références cadastrales issues de divisions foncières qui ne sont pas encore publiées au cadastre. Et nous, on a cette fameuse capacité de pouvoir redessiner et réintégrer les nouvelles limites, les nouvelles emprises foncières dans vos dossiers de RP, c'est-à-dire qu'on prend les devants par rapport à la Direction générale des finances publiques et du cadastre. On est capable effectivement d'avoir un dossier conforme à la réalité du terrain. Alors, Laurence, tu auras une première question qui est: quelle est la différence avec l'Orial? Alors, l'Erial, alors il y a quand même pas mal de différences. L'Erial, donc c'est un document qui est édité par Géorisque, donc Géorisque qui est sous la coupe de la Direction générale de la prévention des risques. Le premier point et le plus important, et ça, Erial le dit très clairement, ce n'est pas un état des risques et pollutions au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire une application carrée de l'article L125 alinéa 5 du Code de l'environnement. Donc, ça, c'est le premier point. Ils le font très bien, c'est-à-dire qu'ils le mentionnent en rouge. L'Erial n'est pas un ERP, c'est-à-dire qu'il ne prend pas sa valeur réglementaire. Et on va dire un professionnel qui présente un Erial ou qui annexe un Erial à l'acte de vente fait peser des risques conséquents juridiques sur l'acte qui est instrumenté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contenu et la validité des informations. Erial, il n'y a pas de bureau d'études spécialisé comme nous qui est derrière. Ce sont des personnes de la DGPR qui font de belles choses, mais qui n'ont pas forcément en interne toutes les capacités, que ce soit en ressources humaines ou également en compétences, pour assurer en fait un dossier qui est à jour. Nous, on a déjà constaté à plusieurs reprises, puisque ça fait un petit moment qu'Erial existe aujourd'hui, il y a des très gros décalages des informations qui sont mentionnées en Erial et de la réalité des documents qui sont opposables et qui sont en vigueur. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la précision des réponses qui sont apportées dans l'Erial. Vous pouvez avoir, par exemple, un bien immobilier qui est dans une commune qui est couverte par un plan de prévention des risques. Donc, effectivement, il y a bien une obligation d'information des acquéreurs et des locataires. Il y a bien une obligation d'annexer un ERP. Donc, encore une fois, l'Erial ne fait pas figure de ERP.
Et ce fameux bien n'est pas dans une zone inondable identifiée par ce PPR, mais Aerial le mentionne. Et donc, du coup, ça entraîne des conséquences préjudiciables, notamment pour le vendeur qui se retrouve à dire à son acquéreur que le bien est exposé à un risque d'inondation, alors que la réalité est tout autre, il ne l'est pas. Donc, Aerial, c'est un bel outil, mais j'ai envie de dire que c'est un outil destiné au grand public et pas destiné aux professionnels, puisque de un, ce n'est pas un ERP réglementaire. Deux, il y a un problème de validité des informations qui sont communiquées dans l'Arial. Et troisièmement, il y a un problème de précision. Et à ça, j'ajouterai en conclusion par rapport à cette question un dernier point. Si vous avez des questions par rapport à des prescriptions de travaux, d'un plan de prévention des risques qui serait identifié par l'Arial, je vous invite à essayer de les appeler pour avoir des explications ou lever des doutes. Malheureusement, vous n'aurez personne. Alors, je ne jette pas la pierre, ils n'ont pas forcément la capacité d'un bureau d'études privé comme le nôtre. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions pour Laurence? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Moi, je n'avais pas de questions. Je voulais simplement préciser l'importance de la géolocalisation des biens sur la carte qui détermine bien sûr l'exactitude du document. Je rappelle, il y a en gros environ 2 ans sur la région d'Auxerre, un de nos confrères qui savait faire mieux les ERP que nous-mêmes l'avait fait lui-même en géolocalisant mal la maison. Risque d'inondation, ça lui a coûté très très cher pour gagner 3 euros. Combien tu m'as dit le tarif? 3 euros 80. 80, oui. J'arrive pas à le dire à ces prix-là, j'y arrive pas. Mais Je réinterviens, Guy, merci. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je suis Nicolas, directeur du développement. Excuse-moi, Guy, oui. 3,80 €, ça fait mal, Guy, c'est ça? Ah, c'est ça, oui, ma cassette. Mais plus sérieusement, c'est important d'avoir des documents sur lesquels on est vraiment, vraiment certain d'avoir l'exactitude de la géolocalisation. Ça n'empêche pas, par retour d'expérience, de travailler souvent sur Google Earth à côté parce qu'on n'a pas, quand on fait le RP, la section cadastrale ou autre chose. Mais on a quand même une base de données quand même très, 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 très précise. Ça m'arrive, pour ma part, pour le dire, de travailler avec Google Earth, surtout en hyper rural, pour trouver où se conforter sur une situation. Mais c'est quand même très important de savoir qu'on a on va dire un confort d'information. C'est ce que j'expliquais au début. C'est vrai qu'avec le service qui est dirigé par Laurence, donc on a vraiment un service qualité derrière pour vérifier justement tout ça, ce qui vous conforte en effet sur les documents qu'on vous délivre. Après, 3,80 €, je rappelle que je le dis surtout, c'est un tarif CDI et FNAIM, hein, donc pour tous les diagnostiqueurs qui font partie de cette fédération, c'est un tarif qui a été mis en place en partenariat avec la CDI FNAIM. Je rappelle aussi au passage que ce tarif n'est pas en cascade, c'est-à-dire que vous avez un document complet comparé à peut-être d'autres offres que vous pourriez avoir, où on ne va pas vous donner l'intégralité des documents. Enfin voilà, on sait un petit peu ce qui se passe sur le marché. Nous, vous avez vraiment l'intégralité du dossier qui est complet de A à Z. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc ça, c'est aussi très important. Et en effet, la géolocalisation, bien sûr, avec le cadastre, le multiparcellaire, ce que je rajoute. Guy, ce que tu mettais en avant, la pertinence, on a discuté un petit peu de ça tout à l'heure quand on s'est eu. C'est vrai qu'en effet, aujourd'hui, les assurances, alors, il faut faire quand même très attention. Aujourd'hui, un diagnostiqueur qui s'installe, on a quand même des retours au niveau des RCP, etc. Ils sont quand même très vigilants par rapport aux ERP qui sont fournis par les diagnostiqueurs, parce qu'en effet, il y a de plus en plus de litiges par rapport à des documents qui ne sont pas valables. Donc, c'est quand même très important. Et en effet, pour 3,80 €, en tout cas pour les adhérents FNAIM, bon, on va se couper de tout litige et de tout problème par la suite. Je rappelle aussi qu'on est disponible, et ça, c'est quand même très important. C'est un fleuron chez nous parce que la structure, on a à peu près 90 collaborateurs. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Nous, notre délai de réponse, quand vous nous appelez, et je pense que Guy peut en être témoin, un coup de fil chez nous, c'est moins de 5 secondes. C'est nettement moins de 5 secondes. C'est exactement 2 secondes et demie. Donc ça, c'est très important. On a une amplitude horaire aussi qui est très importante. On a des gens qui sont d'astreinte de samedi, les jours fériés, etc. Donc, on est là vraiment pour répondre. On connaît les problématiques de votre métier. Vous êtes la journée sur le terrain, le soir, faire vos dossiers. Voilà, et des fois, vous pouvez avoir des interrogations. Nous, on est là pour y répondre et on se fait fort. En tout cas, si peut-être on ne vous apporte pas la réponse dans les 5 secondes où on a décroché,
mobiliser des équipes et de pouvoir vous répondre très rapidement et de vous conforter dans votre réflexion. Alors, je confirme, hein, là, on va dire qu'on va faire un tableau idyllique. Je confirme avoir reçu des ERP un dimanche de votre part. Je sais, Guy. Juste après la sortie de la messe, c'est vrai, mais on l'a reçu. Parfait. Est-ce que, Laurence, tu as peut-être des choses à rajouter ou est-ce qu'il y a des questions qui seraient tombées là au fur et à mesure ou des interrogations? Pas de questions supplémentaires sur le chat pour Pas de l'instant. questions supplémentaires. N'hésitez pas à vous servir du support qui était diffusé pendant cette présentation. Toutes les références réglementaires y sont. Si ça peut vous aider à veiller à la validité de vos dossiers, n'hésitez surtout pas. Très bien. Bon, bah, merci Nicolas, merci Laurence, merci à AirPro pour toute cette présentation en tout cas. Merci à vous, merci au présent. Oui, Voilà, merci à Guy Deprel également pour avoir participé Merci. et avoir donné son retour d'expérience. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. On vous enverra le replay du webinaire quand on l'aura, ainsi que le support de présentation. Et si vous avez des questions qui vous viennent en amont, n'hésitez pas, on vous mettra le contact de AirPro pour que vous puissiez poser toutes vos questions. On mettra un point d'honneur à y répondre. Exactement. Très bien. Merci à tous en tout cas, passez une bonne journée et bon appétit.